Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir pour l'un des derniers événements de la Semaine du Cerveau, dans le cadre de l'exposition au Quai des Savoirs comme des moutons, l'expo Il y a foule. Donc, la Semaine du Cerveau est un événement à portée internationale qui a lieu dans 120 villes en France au mois de mars. Et cette semaine, nous avons la chance d'être accueillis au Quai des Savoirs, qui est un de nos partenaires privilégiés de la Semaine du Cerveau. Nous avons également de nombreux autres partenaires que vous pourrez voir sur une diapositive que Vincent vous présentera tout à l'heure, notamment l'Université de Toulouse, le CNRS, l'INSERM ou encore l'INRAE. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Vincent Fourcassier, qui est docteur et chercheur au CNRS au Centre de recherche sur la cognition animale, le CRCA, et qui va nous présenter ses travaux sur les comportements collectifs. Donc nous pouvons applaudir et accueillir comme il se doit Vincent. Merci Lola et bonjour à tous. Donc je vais commencer ma présentation. Alors, moi je vais commencer par vous parler de foule animale, puisque je suis un éthologue, donc un spécialiste du comportement animal, puis je ferai quelques digressions sur les foules humaines. Alors, une des caractéristiques des foules animales, comme vous le voyez sur ces différentes vidéos, c'est que c'est plutôt des foules en mouvement, c'est-à-dire on voit rarement des foules statiques d'animaux qui assistent à des spectacles, sauf dans les dessins animés. Donc là, vous avez plusieurs exemples de foules animales en mouvement. Et je ne sais pas si vous remarquez quelque chose. Il y a quelque chose d'assez remarquable dans tous ces mouvements. Donc vous avez des bisons, vous avez des antilopes en Afrique de l'Est, et puis vous avez des criquets migrateurs. Vous voyez que dans tous ces déplacements, les animaux vont dans la même direction. Donc on a des flux qui sont unidirectionnels. Et ça va être important dans la suite de la conférence, comme vous allez le voir. Alors, il y a des choses, en fait, pourquoi c'est des flux unidirectionnels? Eh bien, parce que c'est lié à des mouvements de migration, principalement. Donc, les animaux vont vers un autre territoire au cours de leur migration. Et il y a des choses assez marrantes. Alors, moi, j'aime bien montrer ça aux étudiants en cours. Ce sont les migrations de langoustes dans le golfe du Mexique. C'est aussi des foules, mais elles se suivent à la queue leu-leu. Et ça rappelle un petit peu la parabole de l'aveugle, c'est-à-dire que si la première langouste se trompe de chemin ou bien si les autres ne suivent plus, eh bien, elles se perdent. Et ces langoustes donc, vont parcourir comme ça plusieurs centaines de kilomètres sur le fond des océans. Alors, les flux unidirectionnels, on ne les trouve pas seulement chez les animaux migrateurs, on peut les trouver par exemple chez les moutons, lorsqu'ils se déplacent de pâture en pâture. On peut les trouver également chez les poissons, lorsque ces poissons se déplacent en banc. En général, ils sont tous dans la même direction. Et puis, vous voyez, quelquefois, on les trouve aussi chez les humains, dans les foules humaines. Ça arrive qu'il y ait des flux qui soient unidirectionnels. Alors, pour décrire les mécanismes qui sont à la base de ces déplacements de foules suivant des flux unidirectionnels, il y a des modèles assez simples qui ont été réalisés. Ces modèles, comme vous le voyez ici, ils sont basés sur 3 cercles concentriques. Donc il y a un premier rayon qui est un rayon de répulsion, c'est-à-dire que si je vois un individu dans ce rayon, eh bien j'ai tendance à m'écarter de lui. Il y a un autre rayon qui est un rayon dans lequel si je vois un autre individu dans la partie orientation de la zone qui est décrite ici, je vais tendance à m'aligner avec cet individu. Et puis il y a une zone plus éloignée qui est une zone d'attraction. Qui va, s'il y a un individu dans cette zone d'attraction, je vais avoir tendance à me rapprocher de cet individu. Et donc, sur la base de ce modèle très simple, on peut faire des simulations de déplacements animaux. Et vous voyez sur la droite, il y a des simulations de bancs de poissons. Alors, on voit que quand la zone d'orientation est faible, tout à fait en haut, vous avez une espèce d'agrégat, d'amas, avec des poissons qui partent un peu dans tous les sens. Et puis au fur et à mesure qu'on augmente la zone d'orientation, les poissons ont tendance à s'aligner jusqu'à former des bancs. Donc vous voyez qu'on peut reproduire par simulation ce que l'on observe dans les bancs de poissons. Donc ça c'est Et puis il y a une zone aveugle qui correspond à la zone où l'animal ne peut pas voir en fait ses congénères.
Donc ça, c'est le modèle de base qui permet de bien décrire les flux unidirectionnels. Vous voyez ici un exemple d'expériences qui ont été réalisées chez les criquets migrateurs. Alors, il s'agit de jeunes criquets migrateurs qui tournent dans un anneau ici. Alors, comment ça se passe? Eh bien, au départ, on va introduire un certain nombre de criquets dans cet anneau et ces criquets vont se mettre en mouvement. Et au fur et à mesure qu'il y a un nombre croissant de criquets qui se mettent en mouvement, ces criquets ils vont tourner dans le même sens. Donc, sur le graphique du bas, vous voyez qu'en X, vous avez le nombre de criquets qui sont en mouvement et en Y, vous avez l'alignement moyen de ces criquets. On voit que lorsque le nombre de criquets en mouvement est faible, eh bien, on n'a pas vraiment d'orientation privilégiée, c'est-à-dire les criquets, il y en a qui vont dans un sens, il y en a d'autres qui vont dans l'autre sens. Et puis, plus il y a de criquets qui se mettent en mouvement, et plus ces criquets ont tendance à s'aligner. Et donc, au-dessus d'un nombre de criquets à peu près de 20 criquets en mouvement, les criquets vont tourner soit dans un sens, soit dans l'autre. On a ce qu'on appelle une bifurcation. Ça, c'est très caractéristique ce qu'on appelle des systèmes complexes en physique. Et dans le cas des déplacements collectifs chez les animaux, on a un système complexe, on a des sortes de particules qui sont en mouvement, qui interagissent entre elles. Et ça, c'est vraiment une caractéristique des systèmes complexes. Donc ça, c'est la façon dont on peut décrire des flux unidirectionnels à partir de mécanismes assez simples, donc basés sur des effets d'attraction, de répulsion et d'alignement. Mais dans le monde animal, il y a aussi des flux qui sont bidirectionnels. En fait, il y a très peu d'espèces animales qui font ce genre de flux, parce que ça veut dire qu'il faut aller d'un point à un autre et faire des allers-retours d'un point à un autre. Alors nous, on sait ce que c'est, hein, quand on va faire nos courses, on va avec des sacs vides et puis on revient avec des sacs pleins, et on croise des gens qui ont des sacs pleins quand on va au supermarché, et quand on en revient, on croise des gens avec des sacs vides. Chez les fourmis, ou chez les termites, hein, les insectes sociaux qui se déplacent sur le sol, c'est un petit peu la même chose. Les insectes vont se déplacer entre leur nid, leur maison, et un site où ils vont trouver de la nourriture. Et donc, ils vont créer des pistes. Et sur ces pistes, vous allez avoir des flux qui sont bidirectionnels. Et il y a très peu d'exemples, comme je l'ai dit, dans le monde animal, où on observe de tels flux bidirectionnels. Il y a l'exemple un peu anecdotique de certaines chenilles processionnaires. Les chenilles processionnaires qu'on a ici, en général, elles sont à la queue leu-leu, mais il y a une grande diversité d'espèces de chenilles processionnaires. Il y en a certaines qui font des flux bidirectionnels. Alors, quand on étudie les flux de fourmis ou les flux de termites, en fait, on a des particules en mouvement, et donc on fait un peu de la physique des fluides. Ce que vous avez là, c'est deux diagrammes qu'on appelle diagrammes fondamentaux en physique, qui décrivent la relation qu'il y a entre la vitesse de déplacement et la densité des particules. Donc vous voyez que sur la gauche, et ça vous vous en rendez compte et quand vous êtes en voiture sur la rocade, que plus la densité augmente et plus la vitesse diminue. Voilà. Lorsque le nombre de voitures va augmenter, bien, vous allez finir par ralentir et puis vous allez finir par vous arrêter complètement. Et si on regarde maintenant à droite le diagramme de droite, il montre la relation qu'il y a entre le flux, c'est-à-dire la quantité de particules sur une surface donnée, en fonction de la densité. Donc ce flux, il va varier avec la vitesse des particules, ou dans le cas qui nous intéresse ici, avec la vitesse des fourmis. Le flux, il va être maximum pour une vitesse optimale, puisque le flux, il augmente lorsque la densité des particules augmente, et puis il arrive à un niveau maximum, et ensuite il diminue. Il diminue, pourquoi? Parce que la densité augmente, certes, mais la vitesse diminue aussi drastiquement. Et donc, il y a une valeur du flux, qu'on appelle capacité, en mécanique des fluides, qui correspond au flux maximum que peut supporter un tuyau, ou, dans le cas qui nous intéresse, une piste de fourmis. Donc, les fourmis, pourquoi elles font des pistes? Elles font des pistes pour amener de la nourriture à leur nid. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'elles en ramènent un maximum de nourriture en un minimum de temps, parce qu'il y a des compétiteurs, parce que la nourriture, elle peut disparaître. Et donc, pour une colonie de fourmis, elle a intérêt à maintenir un flux qui soit au maximum, c'est-à-dire proche de la capacité.
Donc c'est ça en fait le problème qui se pose lorsqu'on étudie les flux de fourmis sur des pistes. Est-ce que ces fourmis, elles se comportent de façon optimale, c'est-à-dire qu'est-ce que les flux sont au maximum du flux que peut accueillir la piste, c'est-à-dire à la valeur de la capacité. Alors, le problème avec les flux bidirectionnels, il est le suivant, vous en doutez. Lorsque vous avez des particules qui rentrent en collision, c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, les particules, c'est pas des ectoplasmes, c'est pas des fantômes. Et donc, dans le cas des fourmis, elles ne se marchent pas dessus. Et donc, ce que l'on observe, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des manœuvres d'évitement. Et ces manœuvres d'évitement, donc, elles vont permettre de fluidifier les flux. Autrement, s'il y a une collision frontale et qu'on ne bouge plus, les fourmis sont à l'arrêt. Alors, ici, vous avez un graphique qui montre, alors tout ça, évidemment, ce sont des mesures qui ont été faites au laboratoire, ou on peut faire ça aussi sur le terrain, mais c'est peut-être un peu plus difficile. Vous avez ici en X donc le nombre de collisions frontales par individu, c'est-à-dire on va prendre une portion de piste, on va suivre les individus, un individu sur 15 cm de piste, et on va regarder le nombre de fois où il fait une collision frontale avec un individu qui arrive en face. Et donc en X, vous avez le nombre de collisions frontales par individu, et en Y, vous avez le temps de trajet, c'est le temps qu'il va falloir pour parcourir ces 15 cm de piste. Et bien évidemment, vous voyez que le temps de trajet, il augmente avec le nombre de collisions frontales. Et ça, c'est parce que à chaque fois qu'il y a une collision frontale, il y a une manœuvre d'évitement et il y a un petit temps qui est perdu. Ce temps, on peut l'estimer à 0,5 secondes. Donc vous me direz, bon, c'est rien du tout, 0,5 secondes. Mais 0,5 secondes, quand vous avez des pistes qui peuvent faire une centaine de mètres de long, là, comme vous voyez sur la photo de droite, avec des trafics qui peuvent atteindre quelquefois près de 100 fourmis par minute, c'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est une perte de temps qui va se retrouver ensuite par une perte de nourriture qui arrive au nid. Alors, vous me direz, mais bon, c'est facile, les fourmis, elles n'ont qu'à prendre de l'espace, faire des pistes plus larges. Alors, comme vous le savez peut-être, les fourmis, elles font des pistes chimiques. Là, vous voyez une fourmi qui revient du nid, et chaque fois qu'elle abaisse son abdomen, en fait, elle marque, elle dépose une piste chimique. Et cette piste chimique, elle va servir aux fourmis à communiquer entre elles. Les fourmis qui suivent la piste, elles suivent une piste qui est une piste chimique, qui a donc des composantes d'orientation, ça va leur permettre d'aller vers la source de nourriture, mais qui a aussi des composantes de stimulation, ça va les stimuler à récolter. Alors justement, quelquefois, on voit sur Internet ce genre la photo qui est à gauche en bas, les fourmis peuvent se faire piéger par ces pistes chimiques et former ce qu'on appelle des moulins de fourmis. Alors sur Internet, ils appellent ça les spirales de la mort, je ne sais pas trop pourquoi. Et sur la droite, vous voyez des fourmis qui se sont fait piéger en tournant autour d'un pot. Donc ça, c'est lié au fait que les fourmis se font piéger parce qu'elles ont tendance à suivre la piste chimique. Et comme elles ne trouvent pas de piste chimique en dehors de la piste qui est installée, eh bien, elles se font piéger. Donc les fourmis, elles ont besoin d'avoir une densité importante pour communiquer entre elles. Et c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas élargir leur piste. Alors, je vais vous donner un exemple de ces fourmis, qui sont des fourmis dites légionnaires. Alors, les fourmis légionnaires, leur caractéristique, c'est que ce sont des fourmis qu'on va trouver en Afrique et en Amérique du Sud, principalement. On en voit, il y a quelques films qui montrent des films de fiction, je veux dire, assez connus, comme Calamara Grande, qui se passe en Afrique, et on voit ces raids de fourmis. Alors ce sont des fourmis qui n'ont pas de nid établi, ce sont des fourmis dites nomades, c'est-à-dire que la colonie tout entière, qui peut faire plus d'1 million d'individus, se déplace constamment, presque constamment. Alors il y a des périodes, des phases où elle est statique, mais presque constamment, ces colonies vont se déplacer et vont créer des colonnes de raids, comme on le voit ici, pour aller chasser des insectes. Alors, lorsqu'on filme ces colonnes de raids et qu'on trace une ligne imaginaire perpendiculaire à la colonne, et qu'on regarde comment se distribuent les flux le long de cette ligne imaginaire, on voit, et c'est le diagramme que vous avez,
que les fourmis qui reviennent vers le nid, elles se positionnent au centre de la colonne, c'est ce que vous avez en rouge, et les fourmis qui vont vers la nourriture, elles se positionnent sur les côtés, c'est les traits noirs. Et donc, si on suit plus précisément ce qui se passe sur cette colonne, on voit sur le graphe en bas que les fourmis qui reviennent au nid, donc qui sont en rouge, chaque fois qu'il y a une interaction, qui est montrée ici par une petite flèche, eh bien, c'est les fourmis qui sortent du nid qui vont s'écarter. Donc, les fourmis qui rentrent au nid, elles rentrent à peu près en ligne droite, et les fourmis qui sortent du nid, elles s'écartent chaque fois qu'elles font une collision frontale avec une fourmi qui rentre au nid. Donc, on a ce schéma-là qui montre les déviations angulaires dans la manœuvre d'évitement. La manœuvre, les fourmis qui rentrent au nid continuent tout droit, et les fourmis qui sortent du nid évitent, c'est-à-dire se mettent sur le côté. Et donc ça va créer ce qu'on appelle une ségrégation des flux, une organisation spatiale des flux, avec une colonne centrale de fourmis chargées qui reviennent au nid avec la nourriture, qui est flanquée sur les deux côtés par des fourmis qui vont vers le site où elles vont récolter la nourriture. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, vous avez des fourmis sur les côtés qui sont perpendiculaires à la colonne, qui sont des fourmis soldats, qui protègent en fait la colonne de chasse contre des prédateurs. Alors là aussi, en fait, ce que ça va permettre, cette organisation spatiale, c'est que ça va permettre d'augmenter la capacité de la piste, ce que vous avez sur le graphique de droite. Donc l'organisation spatiale réduit les collisions frontales et permet d'augmenter la capacité de la piste et donc permet d'augmenter les flux, ce qui est très bien pour les fourmis parce que ça leur permet de ramener plus de nourriture par unité de temps. Alors là aussi, on peut modéliser les mécanismes qui sont à l'origine de cette formation, de cette organisation spatiale des flux. Donc on va modéliser les fourmis sous forme de particules. Ces particules, elles vont avoir des propriétés. Et on va faire varier certaines des propriétés de ces particules. Alors, ces particules ont une inertie, elles ont tendance à aller tout droit, donc on peut faire varier le degré d'inertie de ces particules. Et puis, on va faire varier l'angle que font les fourmis lors de l'évitement. Et lorsqu'on fait ça, eh bien, on s'aperçoit que l'angle d'évitement qui permet d'avoir le flux le plus important correspond à l'angle d'évitement qui est réellement observé dans les expériences, ce qui montre que les fourmis ont des manœuvres d'évitement qui correspondent au flux maximum qu'elles peuvent avoir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a un mécanisme qui est un mécanisme générique. Il ne faut pas croire qu'il y a de l'intentionnalité derrière les fourmis qui s'évitent. En fait, les fourmis qui rentrent au nid, elles ont une capacité de manœuvre moindre que les fourmis qui sortent du nid qui sont à vide. C'est comme si vous avez quelqu'un en face de vous qui arrive avec des valises. Quelquefois, ça arrive, on arrive en face de la personne et puis on fait comme ça. Bon, si vous voyez quelqu'un avec une valise, vous savez qu'elle a plus de difficultés à manœuvrer que vous et c'est vous qui allez vous écarter le premier. C'est un peu ce principe-là qui est appliqué ici dans le cas des fourmis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ça chez les termites. Donc là, vous avez des termites, vous voyez dans la colonne centrale, des termites qui se déplacent de la droite vers la gauche avec de la nourriture dans les mandibules. Et sur les deux côtés, vous avez les termites qui sortent du nid, qui vont vers la source de nourriture. Et sur les deux côtés de la colonne, vous avez les termites soldats, avec la tête qui est beaucoup plus grosse, qui protègent la colonne de la même façon que chez les fourmis. Donc on a deux espèces qui sont très différentes et qui sont très éloignées sur le plan phylogénétique, mais qui utilisent les mêmes mécanismes lorsqu'il s'agit d'aller chercher de la nourriture et d'organiser donc les colonnes d'approvisionnement. Et on voit très bien ça sur ce film. Alors vous voyez, là, vous allez de gauche à droite des fourmis des termites, qui rentrent au nid avec quelque chose dans leur mandibule. Et sur les deux côtés de cette colonne qui se déplace de gauche à droite, vous avez des termites qui se déplacent de droite à gauche et qui sont à vide. Et en haut de la vidéo, vous voyez bien les soldats avec la tête beaucoup plus grosse qui sont à l'arrêt, perpendiculaire à la colonne et qui protègent la colonne de termites et surtout les termites qui rentrent avec la nourriture contre d'éventuels prédateurs. Alors c'est un système qui est
très efficace, parce qu'en fait, vous voyez que la colonne d'individus qui rentrent au nid avec ce qui est précieux, c'est-à-dire la nourriture, elle est protégée des deux côtés par les individus qui sortent du nid, et en plus, il y a ces soldats qui protègent la colonne. Alors, on n'a pas attendu le XXIe siècle pour savoir que ça se passait comme ça. Là, vous avez deux extraits de philosophes qui ont été aussi des naturalistes. Aristote donc, disait « Les fourmis rentrent au nid en suivant une ligne assez droite, et sur le chemin, elles ne se gênent pas les unes des autres. » Et Plutarque, donc, dans son ouvrage « Intelligence des animaux », disait « Celles qui ne sont pas chargées se mettent sur le côté et laissent la place à celles qui sont chargées. » Alors, le diagramme que je vous ai montré tout à l'heure, le diagramme flux-densité, il va varier en fonction des caractéristiques du flux. Donc, comme je vous l'ai montré, si le flux est unidirectionnel, s'il est bidirectionnel, en fonction de la nature des interactions entre les individus, s'il s'agit d'interactions attractives, répulsives. Il va varier également en fonction de l'hétérogénéité qu'il peut y avoir dans la vitesse et la taille des individus, notamment chez les fourmis que vous avez sur la droite. Là, il y a des individus qui sont beaucoup plus gros que les autres. Il y a des individus qui portent des charges, donc qui vont aller plus lentement. Et puis, il varie aussi lorsque il y a des présences, il y a des obstacles ou des rétrécissements sur la piste qui sont liés au milieu physique. Alors, on va passer à une autre espèce ici, qui est l'espèce de fourmi coupeuse de feuilles. Ce sont des espèces qui sont très répandues en Amérique du Sud, jusqu'au nord du Mexique. Alors, vous me direz, mais qu'est-ce que c'est? C'est des fourmis végétariennes? Non, ce n'est pas des fourmis végétariennes, elles ne se nourrissent pas des feuilles. Elles récoltent des feuilles pour nourrir un champignon, qui est un champignon de symbiote, dont elles se nourrissent. Donc, ce sont des fourmis qui pratiquent une sorte d'agriculture primitive, si vous voulez. Et ce sont des fourmis qui font des très gros dégâts en Amérique du Sud. C'est le premier insecte peste en Amérique du Sud, qui font des très gros dégâts sur les cultures, que ce soit les cultures vivrières, les cultures de manioc, etc., ou les cultures industrielles, comme les agrumes, l'eucalyptus ou la canne à sucre. Donc, chez ces fourmis, contrairement à ce qui se passe chez les fourmis légionnaires, c'est un peu chaotique. C'est-à-dire on ne voit pas vraiment d'organisation spatiale, ça va un petit peu dans tous les sens. Ça va plus lentement aussi, beaucoup plus lentement que les fourmis légionnaires. Et donc, on s'est posé la question de pourquoi on n'avait pas, comme chez les fourmis légionnaires, une organisation spatiale des flux avec une belle ségrégation des flux allés et des flux retour. Alors ça, c'est un travail qui a été réalisé il y a assez longtemps par Audrey Dussutour au Centre de recherche sur la cognition animale, donc dans mon laboratoire. Et donc, ce qu'elle a fait, elle a dit, elle se posait la question de à quoi servait, donc pourquoi on avait cette organisation chaotique. Et donc, elle a fait des expériences où les fourmis vont aller depuis leur nid vers une source de nourriture en empruntant un pont qui fait 3 mètres de long. Et ce pont, ça peut être soit un pont large, soit un pont étroit, un pont large de 50 mm ou un pont étroit de 5 mm. Et donc, on va regarder comment s'organisent les flux sur ces ponts. Alors, ce qu'on voit ici, c'est l'intensité du flux. Alors, sur plusieurs expériences, on voit que l'intensité du flux, toutes fourmis confondues, c'est-à-dire les fourmis chargées ou les fourmis non chargées, dans un sens ou dans l'autre, elle est plus importante sur un pont large que sur un pont étroit. Donc ça, on pouvait s'en douter, le nombre de fourmis qui passent sur le pont par unité de temps, par minute. Par contre, ce qui est plus surprenant, c'est ça. Ici, vous avez le nombre de fourmis qui passent sur le pont, mais il s'agit de fourmis qui sont chargées. Donc les fourmis qui sont chargées de morceaux de feuilles. Et là, bien, vous voyez que c'est l'inverse. C'est-à-dire que sur un pont étroit, il y a plus de fourmis chargées par minute que sur un pont large. Donc ça nous a intrigués. Et du coup, ce qu'a fait Audrey, elle est allée regarder ce qui se passait au niveau du comportement des individus. C'est-à-dire regarder ce qui se passe au niveau des interactions entre les individus qui se déplacent dans un sens et les individus qui se déplacent dans l'autre sens. Alors, ce qu'elle a vu, en fait, c'est que lorsque les fourmis se déplacent sur un pont étroit, eh bien, les fourmis qui sortent du nid et qui font face à une fourmi qui rentre au nid, elles ont la priorité donc, sur les fourmis qui rentrent au nid. Alors, en fait, chez ces espèces de fourmis coupeuses de feuilles, ce qui est assez intriguant, c'est qu'il y a un pourcentage assez faible de fourmis qui reviennent au nid avec un morceau de feuille.
C'est au maximum 40% de ces fourmis reviennent chargées d'un morceau de feuille. On ne comprend pas trop pourquoi. On pense que les autres fourmis sont occupées à d'autres tâches. Peut-être que c'est des fourmis qui vont défendre la piste d'approvisionnement. Peut-être que c'est des fourmis qui entretiennent cette piste, on ne sait pas trop. Et sur la droite, vous avez donc une fourmi qui rentre au nid avec un morceau de feuille. Et vous voyez que cette fourmi, eh bien, elle a priorité sur les fourmis qui sortent du nid. Donc il y a des règles de priorité en fait, qui régissent la circulation des fourmis sur ce pont étroit. Et lorsqu'on regarde comment se structurent les fourmis dans le temps, on voit que sur un pont étroit, il y a beaucoup plus de files longues de fourmis, c'est-à-dire des fourmis qui se suivent de très près. Les groupes de fourmis qui se suivent de près sont plus importants et sont plus fréquents que sur un pont large. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les fourmis qui reviennent au nid, elles sont un petit peu coincées par les fourmis qui sont avides et qui reviennent au nid. Elles sont un petit peu coincées par les fourmis qui reviennent au nid et qui sont chargées. Parce que les fourmis qui sont chargées, eh bien, elles se déplacent moins vite. Et donc, il y a une sorte d'effet camion, si vous voulez. C'est ce qu'un collègue argentin a appelé ça l'effet camion. Les fourmis qui rentrent au nid et qui ne sont pas chargées, elles vont se retrouver coincées, en fait, derrière les fourmis qui sont chargées. Et en fait, c'est ça qui explique le fait qu'il y ait un nombre de fourmis chargées qui soit plus important sur les ponts étroits que sur les ponts larges. Pourquoi ? Eh bien parce que le nombre de contacts, la fréquence des contacts que vont faire les fourmis qui sortent avec les fourmis chargées qui rentrent va être plus importante sur un pont étroit que sur un pont large. Et en fait, chaque fois qu'une fourmi qui sort fait un contact avec une fourmi qui rentre, elle est stimulée. Et quand elle arrive à la fin de la piste, elle a une probabilité plus importante de récolter un fragment de feuille et de revenir avec ce fragment de feuille. Voilà, cette image-là de la glace, c'est pour vous dire que nous, ça nous arrive aussi. Hein. Il fait chaud, c'est l'été. Vous marchez dans la rue, puis vous voyez plein de gens qui arrivent en face avec une glace dans leurs mains. Quand vous passez devant le glacier, vous avez aussi tendance à acheter une glace vous aussi. Alors, comment ça se passe chez les foules humaines ? Alors, je vous ai montré cette photo de flux unidirectionnel, mais bien évidemment, chez les foules humaines, les foules humaines, elles se comportent plutôt de cette façon-là, c'est-à-dire que vous avez des flux qui sont bidirectionnels, avec des piétons qui se déplacent dans un sens ou dans l'autre. Alors, Mehdi Moussaïd, qui a fait la conférence inaugurale au Quai des Savoirs, s'est penché sur cette question. Et vous voyez cette vidéo qui est prise en hauteur d'une rue piétonne de Bordeaux, je crois. Et il a regardé en fait s'il y avait une ségrégation des flux sur cette rue. Alors il a fait ce qu'on appelle du tracking, de la poursuite de chaque individu. Et là vous voyez très bien que les individus avec un point rouge, ils sont sur le bas de la vidéo. Et les individus avec un point bleu, ils sont sur le haut. Et donc vous avez effectivement une ségrégation des flux que l'on peut mesurer, qui se produit. Donc il y a quelques exceptions, hein. Il y a des gens qui essaient toujours d'aller contre les flux, mais en gros, ça s'organise assez bien avec des flux qui sont bidirectionnels, qui permettent donc d'éviter les collisions frontales. Alors, Mehdi a voulu développer un modèle permettant de rendre compte de l'organisation de ces flux bidirectionnels. Et il est parti d'expériences très simples où les deux individus se déplacent dans un couloir. Alors il y a soit un piéton immobile, soit un piéton, les deux piétons sont mobiles, comme vous voyez sur la vidéo. Et on va regarder quelles sont les trajectoires de ces piétons. Vous voyez que les piétons, ils ont des petites boules sur les épaules. Ça permet de faire une poursuite automatique, donc de reconstituer leur trajectoire. Et vous voyez que quand il y a un piéton qui est immobile, le piéton qui le dépasse, il va le dépasser aussi bien par la droite que par la gauche. Et quand le piéton est mobile, par contre, les piétons ont tendance à se croiser plutôt par la droite. Et ensuite, ce qu'a fait Mehdi, c'est qu'il a construit ce qu'on appelle une carte comportementale. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça assez simplement. Vous voyez le point noir qui se trouve en bas. Ce point noir, ça correspond au piéton qui est en déplacement.
Et on va regarder ce qui se passe lorsque les piétons se trouvent sur une grille. Chaque petite flèche, en fait, c'est la position d'un piéton qui arrive dans le couloir. Et en fait, on va distinguer, ça permet de distinguer deux zones. Ça permet de distinguer une zone en vert sur chacun des deux côtés, où le piéton, donc le point noir, ne va pas ralentir, mais va dévier un peu, va commencer à dévier un petit peu sa trajectoire. Et puis une zone centrale, où vous voyez les flèches sont plus longues, où là, en fait, le piéton, le point noir, il va non seulement dévier, mais il va aussi ralentir. Et donc, plus les deux piétons se rapprochent, plus ce ralentissement se produit, et puis les piétons se déplacent et se doublent. Et donc, il a utilisé cette carte comportementale pour faire son modèle, qui est basé un petit peu sur les mêmes mécanismes que ce que je vous ai montré dans le cas des criquets, avec des zones d'orientation, d'attraction, de répulsion. Ces deux graphiques montrent que son modèle donc, valide assez bien ce qui se passe dans la réalité, puisque vous voyez qu'en bleu, vous avez le déplacement moyen d'un piéton dans les expériences, et en rouge, le déplacement du piéton dans les simulations, et ça colle assez bien. Et donc, le modèle permet d'expliquer assez bien, même très bien, je dirais, les comportements des piétons et les mécanismes qui sont à l'origine des flux bidirectionnels dans les rues. Donc là, vous avez en haut la situation réelle et en bas la simulation, donc basée sur le modèle. Et vous voyez qu'au début, eh bien, il n'y a pas vraiment de ségrégation, mais très rapidement, vous allez voir, il y a une ségrégation qui va se mettre en place. Là, ça y est, on la voit déjà. Donc avec les petits points rouges qui se déplacent vers la droite en bas et les points bleus qui se déplacent vers la gauche en haut. Donc là aussi, on a des manœuvres d'évitement qui se mettent en place. Et ces manœuvres d'évitement vont permettre de ségréguer les flux de la même façon que chez les fourmis. Mais là, on a des déplacements qui sont contraints par les parois de la rue. Et donc, on a un déplacement qui ressemble un peu en fait, au déplacement de voitures sur des routes. Chez les fourmis, ce genre de déplacement est instable parce qu'elles ne sont pas contraintes par l'espace comme ici. Et donc, l'organisation qu'elles ont en trois fils est beaucoup plus fonctionnelle aussi parce que la colonne centrale, comme je l'ai dit, où les fourmis transportent de la nourriture, est protégée par les deux colonnes qui se trouvent sur les côtés et qui sont formées des fourmis qui sortent du nid. Alors, vous me direz, est-ce que chez les fourmis, on a des routes? Parce que se déplacer sur un terrain accidenté, ce n'est pas facile. Et donc, nous, on construit des routes parce que si vous n'avez pas de 4x4, les voitures, elles se déplacent quand même bien mieux sur un terrain qui n'est pas accidenté, un terrain qui est meuble et qui est suffisamment lisse. Eh bien, les fourmis, elles construisent aussi des routes. Alors, vous avez ici quelques exemples de routes construites par les fourmis. Chez les fourmis coupeuses de feuilles dont je vous ai parlé, les fourmis légionnaires en bas à droite, dont je vous ai parlé également. Vous voyez que chez ces fourmis, même, ces routes elles se transforment en tranchées. Et chez les fourmis moissonneuses, c'est des fourmis que vous allez rencontrer sur la côte méditerranéenne, ici. Et ça, vous voyez, c'est une photo qui est prise dans une pinède. Il y a à peu près 3 cm d'épaisseur d'aiguilles de pin. Et vous voyez que les fourmis ont dégagé toutes ces aiguilles de pin pour construire une piste qui leur permet de se déplacer avec beaucoup plus de facilité. Alors ces sentiers, ces routes, on les retrouve chez d'autres animaux. Vous avez ici une piste d'éléphants, des sentiers qui sont créés à droite par les passages répétés des moutons, et puis vous avez également des sentiers pédestres, bien évidemment. Mais la différence avec ce type de piste, c'est que chez les fourmis, on me dirait, oui, mais c'est pas une construction. C'est juste que le passage répété des fourmis fait que le substrat va être écrasé et que progressivement, un peu comme quand on marche dans la neige, on va laisser sa trace. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que les fourmis, elles sont trop légères pour pouvoir tasser la terre ou tasser la végétation qui se trouve sous leurs pattes. Donc, il s'agit véritablement d'une activité de construction, c'est-à-dire que les fourmis vont couper les brins d'herbe qu'elles trouvent le long de leur chemin,
Elles vont dégager les obstacles, les petites brindilles, les petits cailloux, tout ça sont dégagés de telle façon que la circulation va se faire sur un substrat qui est complètement dégagé d'obstacles. Et donc ça permet, alors vous voyez, dans certains cas, même comme chez les fourmis légionnaires que je vous ai montré tout à l'heure, la piste peut se transformer en tunnel, elle va s'enfoncer de plus en plus dans le sol et elle va finir par se fermer, former un tunnel, donc ce qui protège complètement les fourmis, à la fois des prédateurs et des intempéries. Et donc cette route, cette piste physique construite par les fourmis, elle a bien sûr un coût. Il y a un coût de construction et de maintenance. Il y a des fourmis qui vont être occupées à construire et à maintenir la piste, mais elle a aussi des bénéfices. D'abord, une charge cognitive moindre, puisqu'il suffit de suivre la piste, de suivre la route pour aller jusqu'au bout et puis retrouver la source de nourriture. Elle permet aussi de mieux se protéger contre les prédateurs, parce qu'il y a des densités plus importantes sur les pistes. Et puis, évidemment, elle permet une progression qui est plus aisée, plus rapide, un transport de charge qui est facilité. Donc, on le voit ici sur des expériences qui ont été faites au Brésil. Vous avez plusieurs stades de construction. C'est des fourmis qu'on trouve dans des pâturages où l'herbe est assez... l'herbe peut faire 5 à 10 cm. Et vous voyez, il y a différents stades de construction. Donc, pour arriver jusqu'au stade 5, il faut compter entre 4 et 5 jours en fonction de la taille des colonies et de leur activité. Et le graphique vous montre l'augmentation de la vitesse qui se produit sur ces différents stades. La vitesse fait plus que doubler, en fait, par rapport au stade 1, où il n'y a absolument aucune piste physique, aucune route. Lorsque la route est établie au stade 5, bien, les fourmis doublent, voire triplent leur vitesse. Et donc ça permet, encore une fois, de faire des allers-retours plus rapidement et donc de ramener plus de nourriture au nid, de ramener plus de feuilles, donc de donner plus de nourriture aux champignons et donc d'avoir plus de nourriture parce que le champignon, il va croître plus vite et les fourmis vont trouver plus de nourriture puisqu'elles se nourrissent de champignons. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque souvent, c'est que aussi bien chez les fourmis coupeuses de feuilles que chez les fourmis légionnaires, comme vous voyez ici, les pistes passent souvent sur des branches. Parce que les branches, c'est un substrat qui est homogène, c'est un substrat lisse, et donc ça permet d'augmenter la vitesse de déplacement. Et donc même s'il faut faire un détour, ça vaut le coup en fait de faire un détour en passant sur les branches parce que la vitesse est augmentée. Alors pour finir, et un peu comme une plaisanterie, voilà quelques vidéos qui montrent qu'on n'a pas forcément de règles de priorité, ou peut-être il y en a, mais ça reste à étudier pour bien organiser ces flux. Donc vous avez un carrefour qui montre la circulation à Hanoï, au Vietnam, et le carrefour Shibuya, Tokyo, qui est un carrefour très connu pour sa densité de piétons. Et puis on n'a pas non plus besoin forcément de pistes dans les caravanes qui se déplacent dans le désert. Il n'y a pas de piste physique et pour autant les dromadaires se déplacent aussi bien sur du sable où il n'y a pas de piste que sur du sable où une piste a déjà été créée. Et puis là, c'est juste un clin d'œil aussi pour vous montrer ce qu'on pourrait appeler l'intelligence des foules chez les fourmis. Vous voyez, ces fourmis, ce sont les fourmis légionnaires dont je vous ai parlé. Elles forment un véritable pont vivant. Voilà, elles se marchent les unes au-dessus des autres. Elles sont suspendues en l'air. Pour faire quoi ? Voilà, pour attaquer un nid de guêpes dont elles vont se nourrir. Et ça, on peut dire que c'est l'intelligence des foules chez les fourmis. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup Vincent, c'était très intéressant. Je pense qu'on en sait tous un peu plus sur tout ce qui est mouvement de foule et flux unidirectionnel et bidirectionnel. Donc pour commencer, j'aurais une petite question. Donc vous nous avez montré comment s'organisaient
les flux, notamment les flux de foule humaine, avec, on voit bien que les gens peuvent se doubler, notamment par la droite. Et donc, pour moi, c'est un fait qui est quand même assez culturel, et je me demandais si à l'autre bout du monde, comme par exemple au Japon, si les gens se doublaient également par la droite, ou s'ils se doublaient plutôt par la gauche. Oui, alors c'est une question qui est souvent posée. En fait, on nous dit souvent, chez les piétons, comment ça se passe dans les pays où les voitures roulent à gauche. Est-ce que c'est un peu pareil? Est-ce que ça va être l'inverse de ce qu'on observe ici en France, où les piétons se doublent par la droite? En fait, il n'y a pas vraiment de lien. Ça a été étudié, notamment sur les flux de piétons dans le métro. Il n'y a pas vraiment de lien entre l'organisation des flux automobiles sur les routes et l'organisation des flux de piétons. Mais il y a une dimension culturelle qui est indéniable. C'est-à-dire que dès qu'on est tout petit, en fait, on est... lorsque vous êtes sur un escalator, par exemple, ici en France, si vous ne bougez pas, vous restez à droite. Autrement, vous comprenez vite, si vous ne bougez pas, que vous restez à gauche, vous comprenez vite que vous n'êtes pas bien placé, quoi. Et donc, ça, c'est une acquisition qu'on fait au cours de l'enfance. Et donc, il y a des modèles qui ont été faits qui montrent qu'il y a des effets de renforcement comme ça qui font que se mettent en place des règles de priorité qui ont une base culturelle, mais qui ne sont pas en tout cas liées au trafic automobile avec les pays où on roule à droite ou on roule à gauche. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Donc là, nous allons avoir des bénévoles qui vont circuler parmi vous, qui vont vous donner des micros pour que vous puissiez poser des questions. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup. Premièrement, une remarque, je confirme ce que vous dites. J'ai vécu au Japon, j'y ai travaillé, et quand je me déplaçais dans le métro, j'avais toujours ce problème que les gens, quand ils voyaient l'étranger, ils ne savaient pas de quel côté ils devaient passer. Donc c'était toujours un petit peu compliqué. Et donc ça amène ma question, comment réagissent justement les fourmis, si on compare aux humains par exemple, quand sur leur flux, il y a quelque chose qui vient perturber, soit un autre animal, soit un objet qui tombe ou quelque chose comme ça. Comment elles se réorganisent? Lorsqu'il y a un obstacle sur la piste, par exemple, un obstacle soudain, si vous placez un obstacle sur la piste, par exemple, si vous barrez la piste sur une petite largeur, au début, elles vont toutes s'amasser sur l'obstacle. Ça va être un peu la confusion. Et très rapidement, en fait, elles vont contourner l'obstacle. Alors, soit par la droite, soit par la gauche. Hein, il n'y aura pas de préférence. Il n'y a pas de latéralité chez les fourmis. Et très rapidement, en fait, les flux vont se remettre en place et on va avoir des flux qui vont avoir l'intensité qu'on avait avant, quoi. Voilà, elles vont contourner l'obstacle aussi bien par la droite que par la gauche. Oui, bonjour et merci encore pour votre exposé. En ce qui concerne les flux bidirectionnels de fourmis ou de termites que vous avez montrés, vous avez dit qu'il y avait des traces chimiques. Et du coup, est-ce que ce sont les mêmes traces chimiques qui opèrent dans le flux entrant et dans le flux sortant ou pas du tout? Oui. Il n'y a pas de... la piste chimique n'est pas polarisée. C'est-à-dire que si une fourmi ou une termite arrive perpendiculairement à la piste chimique, elle a autant de chances de partir d'un côté que de l'autre. Et donc le signal de la piste, c'est le même que la piste soit au retour ou à l'aller. En fait, il n'y a qu'une seule piste chimique qui est pas c'est pas une piste. En fait, c'est des dépôts. En fait, c'est pas une piste continue. Donc aussi bien les fourmis que les termites, elles vont déposer comme ça de temps en temps, comme on l'a vu sur la vidéo. Elles vont déposer de la phéromone, mais comme la densité est très importante, eh bien, vous allez avoir plein de petits dépôts partout qui vont finir par fusionner et créer cette piste. J'y vais. Il y a une Moi, question. j'aurais une question sur la vitesse. On comprend que les fourmis veuillent aller le plus rapidement possible pour amener le maximum de nourriture au nid. Si on prend le cas des humains, sur quels paramètres pourrait-on jouer pour ralentir un flux de personnes, justement, la vitesse d'un flux de personnes? Ça, c'est une question intéressante. Il y a une étude déjà assez ancienne qui a été faite, mais qui est très connue,
qui montre que plus la ville augmente en taille et plus les gens se déplacent vite. Donc ça, c'est lié aussi aux gens qui vont au travail et qui ne doivent pas perdre de temps parce qu'en général, les temps de trajet sont longs. Donc les gens ils se déplacent le plus vite possible pour avoir leur train, pour avoir leur autobus. Alors comment on pourrait faire pour les faire ralentir, ça, je ne sais pas trop. Enfin, dans les jours de la semaine, je crois que c'est mission impossible. Après, vous voyez bien ici, en venant ici sur les allées, la vitesse des gens n'est pas du tout celle que l'on a pendant les jours de la semaine, les jours de travail, quoi. Les gens flânent et donc ils se déplacent à une vitesse qu'on appelle vitesse de confort, c'est-à-dire une vitesse qui est confortable pour eux. C'est pas ni rapide ni trop lent. Et ça, c'est un peu la vitesse de base en fait qu'on utilise dans les modèles. Quand on fait des modèles, il y a cette vitesse de base, dite vitesse de confort, et cette vitesse de confort, on peut la moduler. Alors chez les fourmis, on va la moduler en fonction, par exemple, de la concentration de la piste chimique, puisque la piste chimique agit comme un stimulant, et donc lorsque les fourmis sont stimulées, elles ont tendance à se déplacer plus rapidement. Et chez l'humain, on peut aussi, quand on fait des modélisations de flux de piétons, on peut aussi l'augmenter lorsqu'il y a par exemple des situations de panique. Mehdi Moussaïd en avait un petit peu parlé là, quand il a fait sa conférence inaugurale. Quand il y a des situations de panique, il y a une augmentation soudaine de la vitesse qui se fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, il y a une question au fond, là-bas. Bonjour. Je me demandais au sujet des routes, parce que vous disiez que ça apportait une certaine protection des prédateurs, mais est-ce que ça ne peut pas aussi les rendre plus visibles et donc plus vulnérables ? Oui, alors vous avez raison, c'est un compromis, mais dans le monde animal, il y a toujours un effet de groupe. C'est-à-dire que là, le fait que les flux soient concentrés sur un petit espace, ça va permettre aux fourmis de se mobiliser beaucoup plus rapidement contre le prédateur. Alors, les fourmis n'ont pas beaucoup de prédateurs, en fait. Les ennemis des fourmis, c'est les autres fourmis. Donc, les fourmis légionnaires dont je vous ai parlé peuvent attaquer, par exemple, les fourmis coupeuses de feuilles. Et donc, quand ça se produit, le fait qu'il y ait ces pistes physiques, et donc les fourmis soient concentrées dans un petit espace, ça permet de mobiliser plus rapidement les individus soldats, donc ceux qui sont beaucoup plus gros, qui ont des mandibules beaucoup plus développées et qui vont donc défendre la colonie et les individus qui se déplacent sur la piste contre d'éventuels prédateurs. Donc il y a toujours un compromis, mais ça c'est toujours dans le monde animal et en comportement animal, il y a toujours des compromis, c'est-à-dire des coûts-bénéfices. Nous avons une question devant, je crois que la dame a levé la main en première. Oui, je voudrais savoir si le dépôt des phéromones est, entre guillemets, volontaire pour baliser le chemin à la fois de la fourmilière à la source de nourriture et inversement. Et ça amène ma deuxième question, parce que chez moi, tous les printemps, j'ai des milliers de fourmis qui m'envahissent, mais qui vont dans tous les sens. Il n'y a pas de fil comme là. Ça paraît évident que les fourmis se déplacent toujours comme ça. Ben non, là, elles vont partout. On a l'impression qu'elles errent à travers les pièces, et sans savoir trop ce qu'elles vont chercher. Donc Alors, les fourmis, on ne va pas leur prêter de volonté ou d'intentionnalité. En fait, à partir du moment où ils ont trouvé une source de nourriture, pour les fourmis qui déposent de la phéromone, parce que le monde des fourmis, c'est un monde très vaste. Il y a 15 000 espèces de fourmis à peu près qui ont été identifiées, avec des fourmis qui déposent des phéromones, et puis d'autres fourmis, notamment beaucoup d'espèces tropicales, où ce sont des petites colonies qui font quelques dizaines ou quelques centaines d'individus et où il n'y a pas de pistes chimiques déposées, où les individus vont chasser en solitaire. Pour ce qui est des fourmis qui déposent des pistes chimiques, la fourmi ne dépose une piste chimique qu'à partir du moment où elle a trouvé de la nourriture. Donc dès qu'elle a trouvé de la nourriture, qu'elle a ingéré, parce que le plus souvent, lorsqu'elle trace des pistes chimiques, c'est parce qu'elles ont ingéré une substance. Alors souvent c'est du sucre par exemple, pour les fourmis qui sont chez nous, du liquide sucré. À partir du moment où il y a du liquide sucré dans son estomac,
elle revient au nid et c'est là qu'elle dépose la piste chimique. Et les fourmis qui sortent vont suivre cette piste chimique et elles vont réagir à la piste chimique en la renforçant. Donc elles n'ont pas besoin de se nourrir, elles trouvent de la piste chimique, elles la renforcent. On a un processus qui est un processus boule de neige, si vous voulez, qu'on appelle un système auto-organisé en fait, parce que la piste elle s'auto-entretient, puisque tant qu'il y a de la circulation, il y a de la phéromone qui est déposée, donc c'est une sorte de rétroaction positive. Et puis lorsque la source de nourriture commence à s'épuiser, eh bien les fourmis qui rentrent, elles ne pistent plus, et donc la piste elle s'évapore et elle va finir par disparaître. Donc vous voyez, c'est très fonctionnel. On a un système qui est complètement auto-organisé, qui est basé sur des comportements très simples. Je trouve une piste, je la renforce. J'ai mangé de la nourriture, je reviens au nid en pistant. Et ces simples comportements donc, peuvent expliquer la création de pistes et la disparition de pistes. Elle s'explique par l'épuisement de la nourriture et l'évaporation de la phéromone. Alors, pour ce qui est des fourmis qui ne font pas de pistes, vous m'avez dit c'est au printemps. Et voilà. Et donc, au printemps, les fourmis, elles ont en général hiverné, donc dans un endroit dans le sol. Elles sortent et elles cherchent de la nourriture. Donc, quand elles cherchent de la nourriture, il n'y a pas de piste. Donc, elles cherchent partout. Elles se disséminent un petit peu partout jusqu'à ce qu'il y ait un individu qui trouve de la nourriture, qui rentre au nid. Alors, là aussi, il y a une prise de décision qui va varier en fonction de la quantité de nourriture et la qualité de la nourriture qu'elle a trouvée. Si c'est du sucre, par exemple, une boîte dans laquelle il y a du sucre, la fourmi va revenir en pistant, et à partir de là, il y a une piste qui va se créer. Mais au début, si vous voyez des fourmis qui se déplacent dans tous les sens, c'est parce qu'elles n'ont pas encore trouvé de nourriture. Oui. Alors, on va prendre la dernière question avec le monsieur là-bas au fond qui lève la main depuis tout à l'heure. Responsabilité. Bonsoir. Sur les nombreuses vidéos qu'on a vues, il y a toujours un ou deux individus qui ont l'air un petit peu perdus et qui vont en contresens, notamment au niveau des criquets. Il y en avait un qui tournait vraiment, mais de toutes ses forces dans l'autre sens. Est-ce que ces comportements sont étudiés? Est-ce que ils ont quelque chose en plus ou en moins? Je sais pas. La question est intéressante. On pourrait se demander s'il y a des personnalités un peu différentes et marginales chez les criquets qui ne veulent pas faire comme les autres. C'est un peu difficile à étudier parce que là, vous voyez, on travaille sur des déplacements collectifs avec des nombres très importants d'individus. Donc, il faudrait marquer un individu puis voir s'il fait toujours le même comportement. Ça pourrait être intéressant. Mais c'est vrai que quand on travaille sur le déplacement collectif où on fait beaucoup de modélisation, en fait, on travaille sur des sortes d'individus moyens, c'est-à-dire quel est le comportement majoritaire en fait chez les individus, et on ne s'intéresse pas trop aux aberrations entre guillemets, aux individus qui ne font pas comme les autres, quoi. Mais ça pourrait être intéressant si on avait la possibilité de pouvoir les reconnaître individuellement. Ça pourrait être intéressant de voir si d'une expérience à l'autre, d'une observation à l'autre, on a toujours ces individus qui ne font pas comme les autres, quoi. Merci Vincent, merci à tous. On va devoir arrêter là. Donc, je tiens à vous remercier pour vos questions qui étaient toutes très intéressantes. Je tiens à remercier Vincent et également le Quai des Savoirs de nous avoir accueillis. Donc, vous avez jusqu'au 2 novembre pour assister à l'exposition Comme des moutons. Je ne me rappelle plus exactement le nom, mais il y a foule, en tout cas. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée.